Tom soutient la puissance de la passion gratuitement sur Utip en matant des pubs ou en faisant des petits dons. Tu peux aussi acheter mes BD auto-édités en ebook et des t-shirts et hoodies de la passion cosmique dans la boutique Chef Otaku. Tous les liens sont dans la description. Que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour parler une fois encore de Demon Slayer de Kimetsu no Yaiba, qui je pense était définitivement mon coup de cœur de la saison, de l'été 2019. J'ai kiffé ma race. Alors j'ai fait un bilan la semaine dernière pour te dire un peu de tout ce que le bien que j'avais pensé de cette première saison, et aussi un menu manga pour parler du manga. Et je me suis dit, comme j'avais fait il n'y a pas longtemps pour la fin de la saison 3 de l'Attaque des Titans, j'ai fait un petit best-of de mes meilleurs moments. Là on va faire pareil, on va parler de mes meilleurs moments. Alors je vous ai demandé un petit peu d'inspiration aussi sur Twitter pour savoir quel moment vous avez le plus kiffé. Et à 2-3 poils de cul près, on est à peu près tous d'accord sur les meilleurs moments de cette saison 1. Donc j'en ai sélectionné 6. Alors ça va être soit des épisodes entiers, soit des scènes d'épisodes, soit un ensemble de scènes sur différents épisodes. Mais voilà, ça va être mes moments préférés de la saison 1 de Demon Slayer. C'est parti, et j'espère que je vais pas me faire striker ma race, que je vais mettre des extraits. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de me follow sur Twitter. On est bientôt à 100 000 followers. Donc voilà, c'est bien parce qu'à partir de 100 000, tu peux commencer à faire des tweets sponsors pour la passion. Et suivez-moi sur Instagram aussi. Ouais. Et on commence tout de suite avec une scène de l'épisode 1 qui m'a particulièrement marqué. C'est quand Tanjiro est aux prises avec Giyu. Le premier pilier qui croise dans le premier épisode, qui essaye de flinguer, enfin de trancher Nezuko. Et t'as Tanjiro à ce moment-là qui est désemparé, il vient de perdre sa famille. Il reste que sa petite sœur qui se transforme en démon mais qui n'a pas encore bouffé, donc il a l'espoir qu'elle est encore humaine au fond d'elle. Et puis t'as le chasseur de démons qui arrive et qui dit que je vais buter ta sœur parce que c'est un démon et que tu comprends rien à rien. Et que l'autre, désespéré, il s'agenouille, il se met à chialer. Oh s'il te plaît, tue pas ma sœur, tue pas ma sœur. Ce premier épisode est assez dur à regarder, franchement il est lourd, mais dans le bon sens du terme. T'es un peu choqué, et cette scène m'a marqué parce que à ce moment-là, la réponse du tueur de démons, de Giyu, ou Giyu, je sais pas comment on prononce, il a toujours été pourri en japonais, il lui gueule dessus comme de la merde. Il fait mais t'es vraiment qu'une merde, pourquoi tu t'agenouilles là au lieu de te défendre? Bouge-toi le cul un petit peu, espèce de faible, tu crois que parce que tu vas t'implorer on aura pitié de toi? Le démon il a eu pitié de toi? Non, il a bouffé toute ta famille, espèce de grosse merde. Bon, je synthétise ce qu'il lui dit si tu veux. Il dit tu crois que la vie c'est en suppliant qu'on réussit à faire ce qu'on veut? Si tu veux protéger ta sœur, t'attrapes ta hache, tu te bats, espèce de merde. Et c'est un peu virilité toxique ce qu'il lui dit, si tu veux. Mais tu te dis, putain, c'est un bâtard, il est méchant. Mais en même temps, tu comprends que le gars, il dit ça pour l'encourager. Parce que juste après, on désamorce un peu cette méchanceté gratuite. Parce qu'en fait, t'entends les pensées du gars, qui a un petit monologue intérieur, il lui dit... Oui, je sais, il est vachement compatissant et il s'en va un petit peu même. Il est vachement compatissant, il fait, oui, je sais, tu viens de perdre ta famille, la seule personne qui te reste au monde c'est ta sœur, tu veux essayer de la sauver, bon c'est pas le moment de te mettre à genoux, de te mettre à chialer. Justement, c'est le moment d'attraper tes couilles, j'ai envie de te dire, et d'utiliser ta peine et ta douleur, ta rage, pour te relever et pour essayer de sauver le peu qui te reste. Voilà, il faut que ça te serve de moteur ce que t'as perdu. Ce qui est un peu le leitmotiv, ouais je te sors des mots, je sais même pas si je le prononce bien, du manga finalement, c'est que malgré la douleur, malgré les tragédies, malgré les pertes, il faut continuer à aller de l'avant, parce qu'il reste quand même un peu de bonheur quelque part. Et c'est stylé, et tu sens que quand le personnage lui dit ça, à Tanjiro, en fait tu sens quand tu commences à comprendre un peu le background des piliers, tu te dis que le gars, il a sûrement vécu la même chose que Tanjiro à un moment donné dans sa vie. Donc qu'il essaye de le motiver au travers de son expérience. Finalement. Et d'ailleurs ça marche, que la scène juste après est tout aussi dingue. Tanjiro, il fait une attaque du désespoir. Tu te dis mais il attaque comme une merde, il se fait baiser, mais en fait non. Il avait fait le plan avec la hache qui vole pour que la hache décapite le gars après que Tanjiro soit mort. Et là tu te dis putain son discours a marché parce que le gars a été désespéré, enfin il a été motivé au point qu'il était prêt à donner sa vie pour sauver sa sœur. D'une manière assez fourbe. Attention, mais ça prouve que le gars était déter, parce que pour aller te jeter sous un sabre, pour réussir à avoir le mec après à coup de hache, il faut quand même une sacrée paire de couilles. Il faut vraiment être très motivé, il faut vraiment être très déter. Donc cet épisode m'a marqué, ce passage-là m'a marqué parce que ça a donné un peu le ton de la série.
Et en plus avec la petite musique derrière, avec le doublage des seiyuu qui est exceptionnel, la mise en scène, j'ai eu des frissons d'épicness mais tristes. C'est ce que j'arrête pas de dire, je vais certainement le répéter encore 20 fois, c'est ce côté esprit shonen mélancolique que je kiffe, je trouve ça rafraîchissant, je trouve ça original. Alors je dis pas que c'est le seul manga qui fait ça. Je trouve ça rafraîchissant, je trouve ça original et je trouvais ça grisant. C'était vraiment une très très belle scène à tous les niveaux. Et puis juste après, t'as Nezuko, tu crois qu'elle va aller bouffer Tanjiro, mais en fait non, elle le protège. Et l'autre, il a une prise de conscience, oh putain, c'est qui ceux-là, tu vois. Donc cette scène était réellement stylée. Et comme je disais, donnait le ton de la série. Et c'est pour un premier épisode, le premier épisode est vraiment assez dur à regarder finalement. C'est un peu comme le premier épisode de l'Attaque des Titans. Peut-être pas à la même échelle, mais c'est un choc. T'es là, putain, tu sais, au début ça commence, tu dis, oh, ça va être un petit shonen tranquille, et puis en fait, non, direct méga tragédie, on insiste bien le truc pour que tu ressentes bien que c'est chaud ce qui se passe, que c'est très dramatique, vraiment. Donc voilà, c'était puissant. Voilà, donc j'adore cette scène. Ouais. Ensuite, on passe à quelques épisodes plus tard où on est à Tanjiro versus Sabito. Alors, je remets le contexte. Tanjiro est parti s'entraîner auprès du vieux, là, j'ai oublié son nom d'ailleurs. Il apprend à maîtriser le souffle, à renforcer son corps pour devenir un chasseur de démons. Et puis, là, il y a la dernière épreuve. Tanjiro, il arrive, le vieux, il dit à Tanjiro, il faut que tu fendes ce rocher en deux, et là, tu seras prêt à partir pour l'examen des hunters, j'allais dire, pour l'examen des chasseurs de démons, des tueurs de démons. Et Tanjiro, il galère, et puis tout d'un coup, il y a des mecs qui arrivent, deux mecs, enfin, il y a une petite fille qui arrive, et un mec avec un masque de chat, et qui dit, bon, on va t'entraîner, fait que t'es une merde. Et il lui met une raclée pas possible. Et Tanjiro fait, putain, mais c'est qui ce mec et tout, et puis au fur et à mesure, il s'entraîne tous les jours, je sais pas combien de mois il met, je crois qu'il met plus de 6 mois. Il arrive, et puis un jour, il le bat, tu vois. Et ce mec-là, tu te dis, putain, mais c'est qui ces mecs-là et tout Tout le long, tu te demandes c'est qui. Bon, et bon, Tanjiro, en plus, là, il est stylé, il a les cheveux longs, il finit par le battre, si tu veux. Et après, le masque se fend, et le gars, en fait, tu vois qu'il est souriant, il était dur avec Tanjiro, il était méchant avec lui, mais en fait, il était souriant. Et à ce moment-là, Tanjiro, il fait, putain, il avait un espèce de sourire teinté de soulagement et de tristesse. Voilà, parce qu'en fait, on savait pas ce que voulait dire ce sourire à ce moment-là, mais après, on apprend qu'en fait, c'est parce que Tanjiro est prêt à passer l'examen, mais ils savent, le mec Sabito, il sait que quand il va à l'examen, il va tomber sur le démon qui l'a tué, parce qu'à ce moment-là, on sait pas qu'il est mort. Hein. C'est ça qui est ouf. C'est après, on comprend qu'en fait, bah, c'était des fantômes. C'est génial. Le mec a été formé par les anciens élèves de son maître, qui se sont fait tuer à l'examen de Hunter par le même démon. Et donc les gars sont revenus d'entre les morts pour former celui-là, pour le coacher, pour lui dire non, toi tu vas réussir, voilà. Cette scène était beau. Enfin, c'est pas cette scène, c'est cet arc, j'ai envie de te dire. Ce passage du manga, de l'animé, du manga aussi d'ailleurs, était plutôt stylé, était plutôt bien vu. C'est en fait, c'était triste, mais t'étais pas au courant que c'était triste. C'est après, à la fin, tu fais oh putain, en fait, ils étaient morts. Et tu dis putain, c'est génial. Et encore une fois, la musique, la mise en scène, le doublage. Cette scène m'a marqué, je me suis dit ah, ça c'est balèze. Je me dis peut-être qu'on tient un truc à peu près génial. Oh, classique sur pire des aspects, hein, je le répéterai jamais assez. Mais sur l'émotion, sur les intentions, sur comment c'est raconté, c'est quand même putain de balèze et putain de bien fait. Et cette scène-là, elle m'a retourné, j'étais là, je fais putain, pourtant je suis pas un fragile. Ah, Dieu sait que je peux regarder des trucs et pas avoir de petits frissons. Là j'étais là, putain, mais c'est trop triste sa mère. Mais en même temps, c'est épique, si tu veux. Je me dis, putain, les mecs étaient morts depuis le début. Incroyable. Voilà, cette scène m'a mis un petit frisson. Je fais, oh putain, il m'a eu, tu vois. Quand j'ai vu cette scène, je fais, oh, il m'a eu. C'était génial. Ouais. Ensuite, je crois que c'est l'épisode 7 ou 8, si je dis pas de conneries. La première rencontre entre Tanjiro et Muzan. Muzan Jackson, comme j'aime l'appeler. Muzan qui est un peu le grand méchant de ce manga, de cet animé. Comment dire? Déjà, dans le contexte, tu t'attends pas à que Tanjiro tombe sur le grand méchant comme ça au hasard alors qu'il arrive dans une ville, il renifle l'odeur, il fait oh putain c'est l'odeur du démon qui a tué ma famille. Et là il arrive en mode déterre, il dit oh, je vais te buter, je vais te buter, je vais te buter, il trouve le gars. Et là il s'attend à trouver un monstre, un truc, un bâtard. En fait non, il trouve un mec plus ou moins normal, alors beau gosse, qui ressemble à Michael Jackson, qui est bien sapé et tout, mais il trouve avec une femme et avec un enfant, il fait putain mais c'est quoi ce délire, qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu fais genre t'es un mec gentil alors que t'es un bâtard? Et ce que j'aimais surtout dans cette scène, c'est le moment où Tanjiro le menace. Parce que là, Muzan, il est un peu pris au dépourvu, il fait merde, je suis grillé, qu'est-ce que je peux faire? Hop,
il transforme un passant qui a rien demandé, le pauvre, lui, c'était pas son jour. Mauvais moment au mauvais endroit. Il le transforme en démon, et du coup, bah, Tanjiro, comme il pense avant tout à sauver des vies, eh ben, il va plutôt se précipiter sur le démon pour l'empêcher de tuer des gens. Ça tombe que le mec est gentil. Parce qu'il y en a un qui préfère sauver quelqu'un plutôt que se venger, et il y en a un autre qui préfère buter quelqu'un plutôt que se faire prendre. Donc déjà, il y a une petite opposition entre les deux personnages. Et là, Tanjiro, il fait « Putain, je peux pas le laisser partir, il a vraiment la haine, il a le démon, j'ai envie de te dire, jeu de mots. » Et il se met à gueuler « Muzan, je vais te retrouver, tu vas payer pour ce que t'as fait et tout. » Et là, c'est machin, parce que tu sens que le Muzan, il est touché par le truc, parce qu'il dit « Putain, ce sale branleur, et ben, il m'a infligé une défaite, finalement. » Parce que le gars a toujours été caché, personne sait qui c'est. Et il y a Tanjiro qui arrive, fait « Je t'ai débusqué, bâtard, je sais où te trouver. Et je vais te retrouver. » Alors là, j'ai pas le niveau, parce que là, il a clairement pas le niveau pour le buter, mais il fait quand même « T'inquiète, je vais t'avoir, cache-toi, sale bâtard, tu peux courir, tu peux te cacher, je vais te retrouver. » Et encore une fois, cette scène, tu rajoutes à ça la musique, qui est vraiment excellente dans cet animé, le doublage, la mise en scène, quand il est en train de s'enfuir, tu vois qu'il boue, le Muzan, il fait « Putain, fils de pute, il m'a trouvé !» En plus, après, il pète un câble, il sort dans la rue, il bute des gens. Parce que vraiment, pour lui, ce passage avec Tanjiro, ça a été une défaite. On l'a retrouvé. Le gars, c'est une idée, si tu veux. On peut pas le trouver, c'est un concept. Et ben Tanjiro était en face de lui, il a regardé les yeux dans les yeux, je vais te buter, bâtard. Voilà, ça c'est pas mal. J'aime bien, je trouve que c'est une scène épique, qui a pas eu besoin d'action, en réalité, qui passait par le dialogue. Et je trouve réussir à faire passer l'épique d'une scène, et l'intensité d'une scène uniquement par le dialogue et la mise en scène, sans avoir besoin d'action pyrotechnique, je trouve ça très très brillant. Et encore une fois, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, putain, ce truc là, ça va être... C'est une tuerie, cet animé, c'est une tuerie. Quand j'ai vu cette scène là, bon déjà, il y a les deux premières scènes que je t'ai parlé, quand j'ai vu cette scène là, je me suis dit, oh putain, ça peut être tellement épique ce truc qu'il faut que je continue à regarder. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai pas regretté, putain, c'est génial. Cette scène est cool. Ouais. En plus, ça pose les bases d'un méchant. Muzan, c'est vraiment... Bon, je reparlerai d'une scène avec Muzan. Pour moi, c'est... Voilà, il peut s'asseoir à la table de Freezer et d'Orochimaru, quoi. J'ai envie de te le dire, il impose, et pareil que de Meruem. Là, il peut s'asseoir à leur table. Alors peut-être pas en termes de puissance, mais en termes de charisme, d'incarnation du mal, ça marche. Franchement, il en impose. J'adore ce méchant. Ouais. Bon, ensuite, là, on va être plus en mode esprit shonen, un petit peu. Là, je vais parler des attaques de Zenitsu. Voilà. Alors ce personnage, j'ai eu du mal avec lui, hein, franchement. Alors pas graphiquement, je le trouve plutôt stylé. Mais en animé, il est ultra relou. Ah, il a une voix agaçante, il arrête pas de gueuler, il arrête pas d'en faire. Il en fait un peu trop. Et tout le monde le détestait d'ailleurs quand il a apparu. Et puis tout d'un coup, t'as cette scène dans la maison bizarre qui change de pièce tout le temps. T'as cette scène où il s'endort et puis tout d'un coup, il passe en mode berserker, tu vois. Et il sort son souffle de la foudre et il décapite un démon comme si c'était une merde. Et là, c'était trop stylé. La mise en scène, les bruitages, c'était vraiment ultra stylé. Là, tu te prends une claque. C'est comme le démon. En fait, le démon, il est là, mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis boum, il se fait couper la tête. Et pas non, c'est tout se fait couper la tête. On était là, oh, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais il est trop ouf en fait ce mec, et il y en a plein qui ont retourné leur veste. On va retourner leur veste, t'as le droit de changer d'avis, mais ils disent oh putain, Zenitsu, meilleur personnage, trop stylé son attaque de la foudre, j'adore. Voilà, bon moi ça reste pas mon personnage préféré du truc, parce que en dehors de ses combats, il est quand même ultra relou dans l'animé, moins dans le manga parce que t'as pas le son, mais dans l'animé il reste quand même ultra relou, je préfère Inosuke, limite il est plus intéressant, enfin il est moins chiant en tout cas, il est plus drôle. Voilà, et la deuxième quand il se bat contre l'espèce de démon araignée où il fait le truc par fort cette fois, encore une fois, dans le manga c'est une double page et on n'en parle plus. Dans l'animé, ça a sublimé la scène, ça joue avec l'espace, ça joue avec les perspectives, ça joue avec la vitesse, ça joue avec la lumière, ça va de tous les côtés, encore une fois, limite c'est raconté de la perspective du démon qui comprend pas ce qui lui arrive, tellement ça va vite, tellement c'est puissant. Et ben nous on est pareil, on est là, on ne comprend rien, tellement ça va vite, tellement c'est puissant, on repasse la scène en arrière en disant putain mais c'est franchement génial. Voilà, le bruitage de foudre me marque à chaque fois, c'est vraiment bien choisi comme bruitage. Les scènes où Zenitsu passe en mode éclair, en mode Pikachu, en mode attaque Fatal Foudre, sont très très stylés. Bon, par contre, il faudra arrêter le coup de ça tue l'ennemi en un coup. On aimerait bien voir un vrai combat où Zenitsu galère sa mère. Ça pourrait être intéressant. Bon, même s'il a galéré sa mère avant, mais c'est parce qu'il était en mode flippette. Alors que là, stylé, tu vois.
Donc voilà, les scènes avec Zenitsu sont quand même pas mal niveau esprit shonen, j'ai kiffé. Ouais. Alors ensuite, on va parler du dernier épisode de la saison 1, dans lequel Muzan Jackson, qui s'est incarné en femme cette fois, convoque les lunes inférieures et décide de quasiment tous les buter. Voilà, alors cette scène, masterclass. Masterclass of masterclass. C'est là que tu comprends que Muzan, il est effrayant. Il fait flipper ce bâtard. Et rien que le fait que cette fois-ci, il n'est pas dans son corps de Michael Jackson, mais dans le corps d'une autre femme, comme je l'avais dit dans le bilan de la saison, c'est le côté, le gars c'est plus ou moins le diable, le gars c'est une idée, le gars c'est un concept, il peut être partout, dans n'importe qui, à n'importe quel moment. Et c'est encore plus balèze que ça, parce que il lit les pensées des lunes supérieures. Là tu fais, ouais vas-y, ferme ta... Il y en a un qui pense, il fait le malin dans sa tête, oui mais c'est facile à dire pour toi, nanana, il fait, ah ouais, tu dis ça? Voilà, il arrive à faire flipper des démons. J'ai envie de te dire, à partir du moment où tu fais flipper des démons, je pense que toi-même, t'es quand même une sacrée saloperie. T'es quand même effrayant. Et surtout que ce que j'ai aimé dans cette scène, c'est la mise en scène, j'ai envie de te dire. Le côté, on joue sur l'espace qu'il y a autour. Le gars les domine à tous les niveaux. C'est-à-dire que même l'espace dans lequel ils se retrouvent pour les convoquer, il les domine par là. Les gars sont bloqués, ils sont enfermés dans un espace infini qu'ils ne peuvent pas contrôler. Les gars sont littéralement impuissants dans tout ce que ça implique. Il y en a un qui essaye de se sauver, mais ça sert à rien. La seconde d'après, il a sa tête dans la main du gars. Il fait, oh merde, il m'a eu. Ouais, il t'a eu, parce qu'en fait, t'es chez lui, t'es sa chose, en fait. T'es un moustique, t'es rien du tout, en fait. Et nous, on se sent un peu pareil, on sait comment les chasseurs de démons vont réussir à buter un mec pareil, capable de faire autant de trucs. Le gars a décidé de les buter, tu sens bien que les mecs, ils sentent bien qu'ils vont se faire buter, mais ils sont là, ah. Dès que tu dis un truc, il fait quoi? Tu dis que j'ai tort, espèce de merde? Il va te tuer, il va trouver un prétexte. Il va te tuer de toute façon, mais il trouve un prétexte, tout le temps. Et j'ai kiffé, cette scène m'a fait un petit frisson. Je savais que ça allait arriver parce que j'ai lu le manga, mais j'étais là, petit frisson. Oh, ça c'est du méchant de qualité. C'est pour ça que je dis que là, Muzan, avec cette scène, il peut s'asseoir à la table d'Orochimaru, il peut s'asseoir à la table de Freezer, il peut s'asseoir à la table de Meruem, sans problème. Parce qu'il impose, il impose une certaine terreur, une certaine présence, qui est stylée. Moi, cette scène de Muzan, c'est un peu l'équivalent de Freezer qui massacre des Namek en disant, tiens, je laisse partir les gosses, fait non, en fait je décode, boum. Voilà, c'est l'équivalent de ça. C'est l'équivalent de Orochimaru qui attaque Sasuke Naruto dans la forêt interdite. C'est l'équivalent de Meruem. Qu'est-ce qu'il a fait Meruem d'effrayant en fait? J'essaye de réfléchir, j'allais dire une scène, mais en fait toutes les scènes de Meruem sont effrayantes, finalement. J'ai envie de te dire. C'est Meruem qui, rien qu'avec son aura, tout le monde a envie de gerber, oh il est trop fort, ou qui fait vieillir quelqu'un juste en le regardant, tu vois. Voilà, c'est ce genre de truc. C'est cette scène qui impose un peu le style. Je suis le grand méchant, vous êtes tous des putes, je vais vous niquer. J'aime ce genre de méchant. Ça, c'est stylé. Ça, c'est cool. Et en plus, la mise en scène qui joue avec l'espace, avec le... Voilà, tu sens vraiment dans la mise en scène qu'il les domine, que ce soit physiquement, rien qu'avec le décor, les domine, la lumière montre qu'il domine, le regard montre qu'il domine. Il domine. C'est le boss du game. J'adore ce méchant. Il a été très très bien sublimé dans cet animé. C'est ouf, c'est malade. Alors, c'est pas le méchant le plus profond du game, pour l'instant en tout cas, comme Freezer, hein, qui est pas méga profond, mais l'idée du mal, il incarne très bien l'idée du mal. Et ça, c'est cool. C'est pour ça que Freezer incarne très bien l'idée du mal. Même Dio Brando incarne très bien l'idée du mal. Le mal absolu, tu vois, qu'il faut combattre. On n'a pas besoin de savoir pourquoi il est méchant, on s'en fout. Il faut le niquer. Parce qu'il fait peur. Ça marche. Je kiffe. Ouais. Et évidemment, la scène que j'ai préférée, on va dire, hein, même si c'est pas vraiment un classement, ça va être, je l'ai gardé pour la fin parce que tout le monde l'attendait, Tenjiro versus Rui, ou lui, je sais pas comment on prononce ça, l'espèce de lune inférieure qui utilise des toiles d'araignée là. Parce que c'était foutrement stylé. C'était un peu le mélange de tout ce que je t'ai dit avant, sauf le côté Muzan, tu vois. Le côté mélancolique, le côté esprit shonen épique, et le côté en même temps vachement émotion, vachement ça raconte quelque chose. Là, il y avait un conflit. C'était un conflit de l'idéal des liens familiaux, si tu veux. L'autre, il se fabrique une famille de synthèse où il les torture, il leur fait peur. Et puis, t'as de l'autre côté, t'as le frère et la sœur qui sont vraiment liés sincèrement, tu vois, qui se soutiennent l'un l'autre. Il n'y a pas de rapport de hiérarchie entre les deux, ils se soutiennent l'un l'autre. Et du coup, ils se confrontent leurs deux visions. Et celle de Tanjiro et de Nezuko, bah, fonctionne parce que le gars, finalement, il se retrouve tout seul. Alors que
Tanjiro se retrouve avec Nezuko qui lui vient en aide et qui, comme par hasard à ce moment-là, découvre son pouvoir démoniaque qui est d'enflammer son sang, et Tanjiro qui découvre le souffle du feu, qui redécouvre le souffle du feu. Alors c'est peut-être à ce moment-là quand même que d'un point de vue scénaristique, le manga aurait pu basculer un peu dans le nawak ou le ta gueule c'est magique, parce que quand même, je sais que ça a été amorcé plus ou moins avant avec l'idée que oui, quand on est aux portes de la mort, on se souvient du passé. Alors je veux bien le coup qu'en fait, comme il est aux portes de la mort, il a eu un flashback de son père qui lui avait appris le souffle du feu, ou la danse du feu, on sait pas trop. D'un coup, je me souviens, ah mais en fait, je connaissais déjà le souffle du feu. Alors j'ai envie de dire, c'est limite, parce que si tu réfléchis bien, c'est-à-dire que le gars, avant même qu'il rencontre son premier démon ou qu'il fasse son entraînement, il connaissait déjà le souffle du feu, qui est censé être un des souffles les plus puissants. Enfin, pas le souffle du feu, le souffle des flammes, je sais plus, bref. Donc c'est très bizarre. T'as un peu l'impression que ça a été bricolé à la dernière minute, cette histoire, que c'était pas prévu comme ça au début. Donc c'est vrai que je peux comprendre ceux qui sont un peu perdus à ce niveau-là. Parce que ça a failli me perdre aussi, hein, cette histoire de justification. Je sors une technique de derrière les fagots. Ça fait vraiment extrêmement Deus Ex Machina, mais Deus Ex Machina, genre... on s'en lave les mains, on raconte un truc. Si, j'ai justifié, en fait, il l'avait vu avant et il est à la fin de sa vie. Voilà, il y a un peu trop de justification pour... voilà, c'est trop justifié de manière un peu bancale. Enfin, c'est... Justement... Il y a trop de justification un peu alambiquées, ce qui prouve que finalement ce choix d'avoir fait ça est peut-être un peu bancal. Parce que vraiment quand tu fais un choix pas trop bancal, t'as pas besoin de l'expliquer par 36 000 explications si tu veux. Si tu comprends ce que je veux dire. Voilà, c'est peut-être un peu là le seul bémol du manga, au-delà de son classicisme encore une fois. C'est peut-être là on devrait dire, un petit peu facile le truc. Mais encore une fois, la scène fonctionne quand même... du feu de Dieu, j'ai envie de te dire. Que ça soit dans le thème abordé, que ça soit dans la musique, que ça soit dans... Graphiquement, c'est vraiment hyper stylé. Hyper stylé, avec la musique, encore une fois, ça fonctionne dans le qu'est-ce que ça raconte. Cette scène fonctionne à tous les niveaux. Il y a juste la petite truc de justification bizarre qui me semble un petit peu légère. Mais bon, est-ce que forcément il y a toujours besoin d'avoir une méga explication? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette scène était foutrement magnifique. C'est un peu le dernier gros combat de la saison, si je dis pas de conneries. C'était très bien fait. C'était très bien fait. Encore une fois, tu la re-regardes, tu fais putain, c'est génial. Voilà, tu te dis putain, ouais. Voilà, tu vois, toutes les scènes que j'ai dit juste avant, sauf la scène de Muzan, tu te dis, bah ça a mené à ça finalement. Ça te préparait à ce genre de dinguerie. Et c'était réellement une dinguerie. Cette scène est magnifique. Et je pense qu'on peut... même si c'est pas forcément ma préférée à moi, on peut dire que c'est quand même une des plus belles scènes de cet animé. C'était vraiment grandiose. C'était vraiment stylax de ouf. Ouais, je te sors des expressions des années 2000. Et alors? Ouais. Donc voilà, c'était un petit peu mon best-of de cette première saison de Demon Slayer. Voilà, partager un peu mes sentiments, mes impressions sur certaines scènes de l'animé. J'espère que le concept t'a plu, que le concept t'a intéressé. Alors évidemment, dans les commentaires, je te laisse le soin de me balancer tes scènes préférées et de me dire pourquoi c'est tes scènes préférées, parce que juste les balancer comme ça, voilà, parce que je lis les commentaires, c'est ça qui m'intéresse, c'est le comment du pourquoi tu penses ça, qui est intéressant. Voilà, j'ai vraiment kiffé cette première saison et j'ai vraiment kiffé reparler de ces moments-là en ta compagnie. Voilà. Sur ce, je te souhaite la bonne vie, comme dirait Varobaz. Que la passion te guide. Abonne-toi, partage, like, tout ce que tu veux. Suis-moi sur Twitter, Instagram. Va faire un tour sur YouTube de temps en temps. Hein, si t'as que ça à foutre, tu prends 30 secondes pour regarder une petite pub. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais, allez bisous. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?